Bonsoir, bienvenue, c'est Jeudi Investigation. Ce soir, nous vous emmenons dans un flashback au temps des gangsters. Je me suis aperçu que les autres, pendant que j'étais en prison, je me tapais 30 ans pour les protéger. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais au pénitencier. Je fermais ma gueule pour les protéger. Et pendant ce temps, ils m'arnaquaient, ils m'ont fait jongler. Alors à ce moment-là, enculé et demi. Cet homme a disparu et vit caché depuis 40 ans aux États-Unis. Il a une fausse identité et pour la première fois en 40 ans, il a accepté de témoigner pour nous. Oui, il est resté caché aussi longtemps parce qu'en fait, il a organisé et surtout il a balancé... Un repenti, en fait. C'était un repenti qui a balancé le premier trafic de drogue entre la France et les États-Unis, la mythique French Connection qui a fait les beaux jours d'Hollywood. Et aussi les beaux jours de Marseille, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, Édouard Rimbaud vit à Marseille et il dirige un énorme réseau de truands qui s'occupe de faire passer de l'héroïne de Marseille jusqu'aux États-Unis. Alors, il y a le chimiste qui fait ses dosages dans l'arrière-cour, il y a les passeurs qui sont là avec leurs belles bagnoles. Bref, tout un réseau très hollywoodien, mais qui à l'arrivée a tué énormément de gens. Regardez cette enquête de Bernard Nicolas et François Missen intitulée French Connection, les rois de la cam, un film produit par les Films du Soleil. C'est l'histoire d'un western moderne. Un face-à-face entre truands et policiers qui va durer 6 ans, de 1971 à 1976. Pendant des années, des hommes ont fabriqué de l'héroïne à Marseille, l'ont transportée aux États-Unis et l'ont vendue à des trafiquants américains. C'est pour cela qu'on a appelé leur organisation la French Connection. Mais j'étais considéré comme chimiste. Transformer la morphine base en héroïne. Moi, je restais à Montréal, j'emmenais les voitures à Paris et je réceptionnais à Montréal. Et je les amenais à New York. Je ramène de l'argent en Suisse, je vais le déposer dans une banque suisse, évidemment, à Genève. Et j'attends qu'on me fasse des propositions. Pourchassant les truands, les meilleurs flics de l'époque, formés à la brigade anti-gang et choisis par les commissaires Lemuel et Morin. On était tous la main dans la main avec un problème commun. Foutre en l'air ce trafic de stupes. Les hommes de Marcel Morin vont vite découvrir que Marseille a désormais une autre spécialité, c'est chimiste. Car non seulement la drogue qui inondait les États-Unis partait de Marseille, mais elle était fabriquée ici. Henri Malvézy était un de ces chimistes. Il se flattait de produire la drogue la plus pure. Après 17 ans passés derrière les barreaux, il a accepté de tout dire. J'étais considéré comme chimiste. C'est-à-dire transformer la morphine base en héroïne. Et vous le faisiez depuis longtemps, quand les hommes de Marcel Morin sont entrés en action? Quand ils m'ont arrêté, il devait avoir 15 ou 20 ans que je le faisais. Vers les années 63-64, c'était au minimum 400 kilos que je faisais. Et combien de temps il vous fallait pour fabriquer 400 kilos? Moi, il me fallait 22 jours. C'était votre tarif, vous, ça? À peu près. C'était plus long pour mettre dans les sacs. Parce que ça ne me plaisait pas de mettre dans les sacs. D'accord. Que de la faire pour moi. D'accord. Mais il y avait un vrai plaisir à faire ça? Ouais, moi, ça me plaisait. C'était de faire la plus pure possible? Ouais, ça me plaisait. Quand on venait me dire elle est terrible, j'étais content. Dans leur traque des chimistes, les hommes des stupes se heurtent à un obstacle de taille. Les laboratoires de transformation d'héroïne sont souvent insoupçonnables. Le chimiste est un homme prudent. On achetait des villas, on mettait un couple dedans. Et on me transformait en laboratoire. Et que disait le couple? Et le couple, il était... Il était complice? Sûrement, enfin, il était complice. On avait un couple de malheureux, enfin malheureux, ceux qui avaient besoin d'argent, on les mettait là-dedans, ils étaient bien contents. Ils avaient un temps par
marchandises qu'on faisait. D'accord. Donc c'était un couple qui payait pas le loyer, on le payait. Ah non, on y achetait carrément la villa. D'accord. Ah ouais, vous achetiez la villa, vous l'installiez là. Voilà. Alors non. Et de temps en temps, vous veniez faire l'héroïne. Tout va bien pour les trafiquants marseillais jusqu'au jour où Washington réagit. Pour la seule année 1970, la consommation de stupéfiants aux États-Unis a été évaluée à 49 tonnes. 1400 Américains sont morts d'overdose. Le constat est alarmant. Pour Richard Nixon, c'est une guerre qui s'engage. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Nixon va plus loin. Il vise la France et montre d'un doigt accusateur cette ville que les flics américains connaissent mieux que Paris, Marseille. Le président Georges Pompidou interpelle alors son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin. « Il faut frapper fort à Marseille », dit-il. C'est ainsi qu'en août 1971 sont désignés deux des plus grands flics de France, François Lemuel et Marcel Morin. Ce qu'ils nous reprochaient, c'est finalement de n'avoir rien fait. Je veux dire, le trafic d'héroïne explosait depuis le milieu des années 60, aux alentours de 68. Tout le milieu français s'y mettait parce que c'était plus rentable et moins dangereux que les braquages. Et donc, les gens de l'Office central, les gens de Marseille, ils étaient débordés, ils n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme, et puis voilà, on était débordés. Si l'héroïne tue aux États-Unis, elle fait aussi des ravages en France. La drogue chez nous est un document de télévision exceptionnel datant de 1971. Une amie qui est morte il y a 2 semaines, ça lui a fait une septicémie. Vous ne saviez pas, quand vous avez essayé pour la première fois l'héroïne, que c'était dangereux? Non, je savais même pas, enfin moi personnellement, je savais même pas ce que voulait dire intoxication. Vous avez commencé par quoi? Par curiosité? Par oisiveté, parce qu'on s'ennuyait. Moi, personnellement, parce que je m'ennuyais. Un tabou vient de tomber et la justice va devoir aussi se mobiliser. À Marseille, elle sera notamment incarnée par un jeune substitut, Paul-Louis Omeras. Et c'est là où il y a eu une prise de conscience en France. Que la jeunesse, je veux dire la jeunesse ordinaire, celle qu'on voit circuler dans les collèges et dans les lycées, effectivement, commençait à s'adonner à la drogue. Jusque-là, ça ne gênait personne, la drogue. La police arrête beaucoup de petits jeunes comme nous. Mais ils arrêtent des centaines de jeunes comme nous qui sommes victimes de la drogue. Mais pour arrêter les gros trafiquants, moi je trouve qu'à la base, c'est eux, quoi. C'est eux qui s'enrichissent sur notre dos. A-t-on trop longtemps préservé les trafiquants de drogue en France? Y a-t-il eu dans le passé une trop grande proximité entre les policiers marseillais et ceux qu'ils étaient censés arrêter? Quand il arrive à Marseille, Marcel Morin se pose ces questions. Il n'y a peut-être pas une volonté politique très déterminée. Et puis ici, ils n'ont pas une grande volonté d'arrêter les gens qu'ils connaissent. Hein. C'est ça. Alors finalement, tout ça fait qu'on dit... attendons demain et on verra comment ça va se passer, si vous voulez. Hein. Donc, tout ça se conjugue en quelque sorte. Bon, mais c'est sûr qu'à partir du moment où ça tourne un peu au scandale et que cette passivité est dénoncée, ils finissent par dire on ne peut pas s'y opposer, en tout cas, à ce qui va se faire. Hein. Être accusé de soutenir tel et tel trafiquant, ça m'étonne. Pas de mon temps, hein. D'ailleurs, j'avais un adage à l'époque, je disais la police judiciaire n'est ni de gauche ni de droite. Elle a trop à faire avec le milieu. Et je pense qu'on tapait ou ça trafiquait, on ne regardait pas l'étiquette du gars. Quand même, Marseille, c'est un grand village, mais c'est un village. Hein. Et donc, effectivement, il est inévitable que des policiers et des trafiquants de stupéfiants aient pu fréquenter la même école et que, bon, ça crée des liens qui créent une difficulté supplémentaire au niveau de l'enquête, de la surveillance, etc. Nous étions 8 pour nous occuper de 6 départements. Nous avions recueilli des renseignements, nous les avions archivés, mais nous n'avions pas le temps matériel et le personnel suffisant
pour intervenir. Pour changer les habitudes, Morin a recruté des flics parisiens qui ont travaillé avec lui à l'anti-gang. Les stupes, pour nous, c'était une grande inconnue. Donc, on nous a demandé, on nous a expliqué qu'à Marseille, il y avait de la drogue, il y avait des laboratoires de fabrication et qu'il fallait essayer d'en démanteler le plus possible de façon à limiter, sinon arrêter totalement le passage de cette drogue pour les États-Unis. La lutte contre la French Connection est franco-américaine. Pour preuve, la présence parmi les policiers français de Paul Higdon, un flic tout droit venu de New York, envoyé par le Bureau des narcotiques. Quand ils m'ont envoyé, j'avais une mission qui était très, très précise. Le premier, c'est localiser les labos d'héroïne. Et deuxièmement, couper le trafic de base morphine qui venait de Turquie. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, ce qu'on a voulu, c'est appréhender non pas uniquement celui qui transportait des valises, mais ceux qui faisaient tourner des laboratoires, mais ceux qui organisaient effectivement le trafic de drogue entre Marseille et les États-Unis. À écouter flics et voyous de l'époque, on a l'impression qu'ils participaient à un jeu. Cours toujours, je t'aurai quand même, ou attrape-moi si tu peux. Et pour les enquêteurs de Morin, la filature va devenir une seconde nature. On s'est immergé dans le milieu, dans la voyoucratie. On passait la majeure partie de notre temps en voiture, en surveillance et en filature. Certainement beaucoup plus de temps qu'au bureau et encore beaucoup plus de temps qu'à la maison. Moi, je les ai toujours vus. Hein. Chaque fois qu'ils ont voulu me suivre, je les ai vus derrière. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ces cas-là? Ben, je les promenais. Ouais. On me promenait, ils étaient condamnés, parce qu'ils passaient la journée à se promener comme moi. On est du repos. Voilà. Il était essentiel de ne pas les amener jusqu'au laboratoire. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils voulaient. Les trafiquants ne sont pas tous aussi sereins qu'Henri Malvézy. Ils se savent filocher, comme on dit, et la curiosité de ces flics venus de Paris commence à les préoccuper. J'ai senti que ça commençait à inquiéter sérieusement. Hein. Et puis après, bon, ils ont essayé de prendre des mesures aussi. Hein. C'est-à-dire? De plus en plus secret, plus de téléphone, plus rien, plus de contact, bon, enfin... c'est la routine, quoi. Ils avaient fait des rapports sur vous? Vous avez vu les documents vous concernant? Il y a écrit très difficile à suivre. Ah oui? Ouais, impossible à suivre. Il faut être plus malin que les autres. Ouais. C'est comme je leur disais, là, parce que bon, moi, j'avais des accointances dans le milieu, je cherchais, hein. Ouais. Et je leur disais, moi, nous, quand on perd du temps. Mais vous, quand vous perdez la liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Les trafiquants marseillais se savent surveiller, ils vont pourtant continuer. Car le truand est un joueur. Son avenir, c'est demain. Il joue de l'argent, sa vie parfois, mais peu importe. Édouard Rimbaud, membre de la French Connection, qui vit désormais aux États-Unis, n'est pas très tendre avec sa corporation. Ce métier de truand est idiot. Là, nous entrons de plein pied dans la mythologie du milieu. Ça, c'est le gros coup. Ça, c'est le gros coup qui tient les truands éveillés. C'est le gros coup qui justifie leur vie. Ils se disent, un jour, je réussirai le gros coup. Et ils sont reçus les gros coups, se retirer, plus rien faire. Le malheur, c'est que ce gros coup, il n'existe pas, ou il existe, pour ainsi dire, presque jamais, quoi. Le gros coup, c'est aussi une obsession pour les hommes des stupes. Le 29 février 1972, les douaniers arraisonnent un tonnier de 20 mètres, le Caprice des Temps, mais ils n'en parlent pas aux policiers des stupes. Dans le bateau, 425 kilos d'héroïne destinée au marché américain, une prise record. Mais Marcel Morin fulmine. En exhibant le bateau sur le vieux port de Marseille, les douaniers ont tout simplement donné l'alerte aux trafiquants. Tel que ça a été fait, surtout quand ils ont ramené le bateau ici, en plein port de Marseille, l'enquête s'est arrêtée là, pour ainsi dire. On n'a pas pu développer une enquête qui nous permettait de porter des coups durs à l'organisation de ce transport.
Alors nous, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une organisation, parce que quand on a examiné les 400 kilos et autres, il y avait des colis qui avaient des couleurs différentes, il y avait 7 ou 8, à mon sens, personnes qui avaient mis leur part là-dedans. Hein. Bon, ça, on aurait bien été content de pouvoir les identifier. J'ai vu mes paquets que je faisais moi, je les reconnaissais. Mais je ne sais même pas à qui je les ai donnés, je ne sais pas qui c'est qui les a vendus, je ne sais rien. Et je suis content de rien savoir, pas besoin de savoir. Ouais. Je m'en foutais pas mal. Moi. Vous estimez, vous aussi, comme Marcel Morin, que c'est une affaire ratée? À mon avis, oui. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû arrêter tout le monde. Si le bateau n'était pas venu s'ancrer devant le bar des deux principaux actionnaires. Oui, qui ont vu tout de suite et qu'il y avait... Ouais, ils ont compris qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Hein. Discrets dans les filatures et les surveillances, les hommes des stupes n'hésitent pas à se montrer le soir venu. L'immersion nocturne, c'était une des spécialités de Lucien Aimé Blanc, qui succédera à Marcel Morin en 1973. Tu es dans une ville, il faut connaître les endroits quand même chauds, tu vois. Bien sûr. Il faut savoir déjà où ils sont, qui est derrière le comptoir, qui les fréquente. C'était pas avec ça qu'on faisait des affaires, c'est pas ce que je veux dire, mais on venait, on se montrait, et comme on venait pour boire un verre, si tu veux, il y avait automatiquement un courant de sympathie qui passait, ils disaient c'est les flics qui sont bien, ils ne nous emmerdent pas. La chance va finalement tourner pour les hommes des stupes. Nous sommes en mars 1972. Tout commence par un renseignement, puis un ordre donné à Jacques Thibault, l'as de la filature. Suivez cette 4L de couleur jaune. Disons qu'on avait eu les instructions de notre hiérarchie et on savait que le conducteur et propriétaire du véhicule était en relation avec les trafiquants et les fabricants de drogue, les chimistes, et qu'on avait de fortes chances, en le suivant jusqu'au bout, de tomber dans le laboratoire de transformation d'héroïne. La circulation est dense et les policiers perdent la trace de la 4L dans les environs de Gémenos, près d'Aubagne. Thibault et Clément, les deux chiens de chasse, sont bredouilles. On a ratissé, on a pris notre courage à deux mains. Et notre bâton de pèlerin. Voilà. Et on a pérégriné dans le coin. Jusqu'au jour où, en parcourant les chemins, je dis à Clément, elle est là. Il me dit, qui? Bingo. Je dis quoi? La voiture. Effectivement, dans une résidence, dans une villa, à pouvoir être vue de la rue, on a vu la voiture sur laquelle nous avions travaillé, que nous avions piloché et perdue. Les premiers intervenus sont arrivés, ont cassé la porte. Intérieur, stupéfaction, tout le matériel nécessaire de laboratoire en état de marche. Il y avait encore tous les appareils. Et dans une armoire, des paquets d'héroïne, des paquets... Alors, j'ai bonnement plus de 100 kilos, 110 ou 120 kilos d'héroïne. Il y avait encore tous les produits. Il y avait du noir animal, il y avait de l'alcool, il y avait tout ce qu'il fallait pour continuer à tourner, sauf de la morphine base. Thibault et Clément viennent de découvrir le laboratoire le plus important de la French Connection, celui du célèbre chimiste corse Joe Césari. Césari avait déjà été arrêté 8 ans plus tôt à une époque où la justice avait la main moins lourde. Cette fois, il est pris en flagrant délit avec plus de 100 kilos d'héroïne. Il sait qu'il risque 20 ans de prison. Il choisit la mort. Il se pend dans sa cellule, emportant avec lui les noms de ses clients. D'un seul coup, la pression se relâchait parce qu'on démontrait qu'on était efficace. Au-delà de ces coups d'éclat, police et justice ont décidé de taper au portefeuille. Les trafiquants corses ayant un sens aigu de la famille avaient pour habitude de confier à des proches leur argent, leur maison de Matuvu ou leur bateau. Officiellement, eux ne possédaient rien. Mais à Marseille, personne n'y croyait. Ils avaient cru intelligent, bien sûr, de distribuer juridiquement leurs biens aux petits cousins, à l'épouse, aux maîtresses, aux amis chers en Corse. Mais à partir du moment où on a commencé à rechercher ces gens, à les interpeller et à les poursuivre aussi pour recel de sommes, qu'on a commencé à ce pactole, parce que c'était un véritable pactole, à s'en emparer, à le saisir, alors là, vraiment, on avait changé complètement les règles du jeu. Pendant des années, les policiers vont tenter de savoir comment les Marseillais acheminaient l'héroïne jusqu'aux États-Unis.
Ils découvriront plus tard que les trafiquants transportaient eux-mêmes la drogue dans des voitures, très à la mode à l'époque, des DS Citroën. Les parties creuses de la voiture étaient garnies de paquets d'héroïne. Là encore, insoupçonnable. Les trafiquants qui utilisaient les voitures, ils étaient très très malins hein, de voir comment ils ont chargé une voiture d'héroïne et ce n'était pas perceptible, pas du tout. Donc ils n'avaient pas peur de passer un contrôle parce qu'il n'y a personne qui voit ça. Il fallait une machine à rayon X pour voir qu'il y a les petits trous. Alors donc là, on a identifié une dizaine de couples hein, qui ont donné des voitures dans lesquelles étaient dissimulés une centaine de kilos d'héroïne et qui prenaient tous la route de l'Espagne d'abord et qui s'embarquaient soit à Barcelone, soit à Alicante, etc., en direction du Mexique. Un voyage Marseille-New York via Barcelone et Veracruz au Mexique avec des DS farcies d'héroïne est une pure folie. Les trafiquants vont pourtant le faire et ça va marcher. L'idée étant qu'un faux couple en voyage de noces assure le transport jusqu'à New York. François Missène, à l'époque journaliste au Provençal, est un témoin essentiel de cette aventure extraordinaire. Il nous a accompagnés sur les traces d'un de ces couples globe-trotteurs de la schnouf. Après une traversée Espagne-Mexique, notre faux couple arrive à Veracruz. Pourquoi un tel détour? Tout simplement pour éviter le port de New York. New York est extrêmement surveillé et il y a des portes d'entrée qui sont forcément beaucoup plus accessibles au continent nord-américain. On est ici à Veracruz, personne ne vous suspecte. Et il n'y a ensuite qu'à faire la route jusqu'à la frontière américaine, c'est-à-dire à Laredo, Nueva Laredo, et puis Nueva Laredo, ensuite direct sur New York. En réalité, ce voyage de plus de 5000 km à parcourir en une semaine n'est pas une simple formalité. À Puebla, à 200 km à peine de Veracruz, la DS, bousculée sur les routes improbables du Mexique, donne quelques signes de lassitude. La DS rend l'âme quelques centaines de kilomètres plus loin, à Monterrey. Problème de pompe hydraulique. Impossible d'abandonner la précieuse cargaison. De Marseille parvient alors un message par téléphone. Trouver une autre DS, échanger la pièce malade. Nos deux amis ont fait paraître une annonce dans El Norte, qui est le grand journal local. Miracle, au bout de 48 heures, il y avait une réponse, une DS-21 disponible. Nos amis vont se rendre à Anahuac, qui est à une quarantaine de kilomètres environ de Monterrey. Ils vont désosser la pièce majeure, c'est-à-dire cette pompe qui fait la régulation de tout le circuit hydraulique de la DS. Ils vont la désosser, la cannibaliser pour la remettre sur leur propre DS. Et ils vont laisser cette voiture pratiquement neuve sur le bas-côté de la route. Le problème de voiture étant réglé, il reste les contrôles. S'ils sont très fréquents au Mexique, il en est un que les trafiquants redoutent particulièrement, celui du poste frontière de Nuevo Laredo. Un pont au-dessus du Rio Bravo sépare le Mexique du Texas. L'essentiel, c'est d'arriver ici, de passer le contrôle américain qui se trouve juste derrière nous, et puis c'est le pactole ou c'est Alcatraz. Tout va bien se passer jusqu'à New York, la terre promise. Mike Tobin, à l'époque douanier américain, sait parfaitement que l'héroïne marseillaise arrive à New York par voiture, embarquée sur des bateaux. Mais il attend ces voitures au port de New York, où elles n'arrivent jamais.
Tout simplement parce qu'ils ne venaient pas ici. Quand les bateaux arrivaient à Porto Rico, ils n'étaient que de passage. La voiture ne débarquait jamais à Porto Rico. Elle débarquait au Mexique et n'arrivait donc jamais directement sur le continent nord-américain. Mais les voitures françaises? Ouais, elles arrivaient à Laredo, bien sûr. Laredo est une ville de transit. Pour des Corses de Provence, soudain immergés dans New York, la ville est trop grande, c'est la panique. Nouveau message des boss de Marseille, demandez Central Park. Là, ils doivent retrouver leur contact, tout juste arrivé de Marseille, un intermédiaire, qui n'est autre qu'Édouard Rimbaud. Il a été averti de l'arrivée de la centaine de kilos d'héroïne à New York et il est le seul à savoir qui va l'acheter. Oui, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire l'homme qui connaît à la fois et les acheteurs et les vendeurs, ce qui représente pour le trafic un atout extraordinaire, parce qu'il peut toucher des deux côtés, à la fois des acheteurs et des vendeurs, et donc il est là pour assurer que tout va bien se passer et remettre la marchandise à l'acheteur. En général, Édouard Rimbaud ne traîne pas dans New York. Il n'est pas là pour faire du tourisme. Tout doit se faire très vite. Il prend en charge la drogue, la livre à son acheteur, un portoricain nommé Tony Flores, qui en échange lui verse l'argent. Je ramène l'argent en Suisse, je vais le déposer dans une banque suisse, évidemment, à Genève, une banque que m'avait donnée Cochet-Marie. Et puis je pris le train, je suis rentré à Salon, et j'ai donné un coup de téléphone à Félix pour dire je suis là, je suis de retour. Il m'a dit je le sais, on a déjà reçu l'argent à Marseille. Tant que je rentre, ils avaient déjà reçu le virement. Et après ça, je suis à Salon, avec ma famille, mes copains, et j'attends qu'on me fasse des propositions. J'avais trouvé les documents concernant les 4 Français lorsqu'ils avaient passé la frontière à Laredo, au Texas. À partir de là, nous avons trouvé la voiture. Il avait transformé en Citroën américaine, il me semble, contre une très petite somme. Tout qu'ils ont fait, c'est découper les tapis de sol, les retirer, mettre l'héroïne partout où il y avait de la place et replacer les tapis par-dessus, et puis c'est à peu près tout. Si certains trafiquants ont choisi les routes mexicaines, d'autres ont mis en place une filière au nord. Ici, il s'agit de faire transiter la drogue par Montréal pour l'acheminer ensuite par la route vers New York. Dans ces années-là, Montréal est une ville en ébullition, où tout est possible. Les Corses Jean-Baptiste Crochet et Albert Bistoni, alias Lagacan, l'avaient bien compris en s'associant dès les années 50 avec la pègre locale. 20 ans plus tard, les Marseillais qui débarquent à Montréal ne connaissent qu'une adresse, chez Clairette. Reposez-vous, il y a 5 couplets. Clairette Odera, celle qui fut la fiancée de Fernandel dans La fille du puisatier de Pagnol, s'est un jour installée ici, définitivement. Sa boîte à chansons devient vite le rendez-vous des artistes en herbe et tout le monde s'y presse. On connaît chez Clairette. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai des gens qui viennent de partout de la province. Ça, c'est ma récompense. Quand ils étaient du Midi, alors c'était encore, vous comprenez, c'était les petits du Midi qui arrivaient. Ici, c'était les petits du Québec. Et lorsqu'ils arrivaient, c'était presque la famille, vous comprenez? C'était les enfants de Marseille? Les enfants de Marseille, c'est ça. C'est chez Clairette qu'arrive un jour un artiste comique, marseillais lui aussi, un certain Edmond Taillé. Je n'y peux rien, je plais beaucoup. Est-ce mon nez, mon regard andalou? Ai-je du charme? On m'acclame partout. Edmond Taillé est une vedette à l'époque en France. On le voit à la télévision, il est à l'affiche avec les plus grands du showbiz. Mais il est surtout à Montréal pour s'encanailler et faire de l'argent par tous les moyens. Mais c'est des gens qui ont
qui sont venus ici, c'était un petit peu des opportunistes qui n'avaient pas l'argent, qui ont vu une occasion de faire de l'argent et qui ont sauté dessus, tout simplement. C'était des flambeurs. C'était des flambeurs. Pour la Québécoise, sortir avec un Français, dans ce temps-là, plus maintenant, on a perdu cette effigie-là, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose de très attirant. On va dire, le côté français était aphrodisiaque, si vous voulez, par là. Il était exotique. Exotique. Évidemment, quand on grattait le vernis, il ne restait plus grand-chose, mais ça a quand même fait son effet. En liaison avec les trafiquants marseillais, Edmond Taillé va mettre au point un stratagème aussi ingénieux qu'abject. Séduire de jeunes et jolies Montréalaises, les amener en France avec leur voiture et les charger de ramener la dite voiture par bateau du Havre vers Montréal. Un véhicule évidemment rempli d'héroïne sans qu'elle le sache. La drogue étant ensuite acheminée vers New York par la route. Nous avons retrouvé un de ces couples, Danielle Ouimet, la jeune femme séduite, et le séducteur trafiquant Michel Mastantuono. Moi, à l'époque, je suis appelée à chanter dans une petite boîte à chansons de cette dame qui est merveilleuse, qui s'appelle Clairette, marseillaise, qui accueillait des nouveaux talents. Travaillait à cet endroit Michel Mastantuono. Je voulais chanter chez Clairette. Toutes les filles qui passaient, je me les faisais toutes, à l'époque. Ah oui, vous étiez un séducteur? Pas mal. Danielle Ouimet est une star à l'époque. Elle joue la comédie, elle chante. Une jeune femme de 20 ans qui bouscule les habitudes dans une ville où l'on n'ose pas. Avec Michel Mastantuono, elle va former durant 3 ans le couple le plus glamour de Montréal. Lors d'un voyage en France, Michel suggère à Danielle d'acheter une déesse blanche magnifique qui aura même droit à un reportage télévisé. Danielle Ouimet, qu'est-ce qui vous a, je ne dirais pas forcé, mais porté à acheter cette merveilleuse voiture? Ma folie de l'année. Je me promenais... Vous en avez une par année? Oui, une par année, puis ça a été ma folie de l'année. Danielle affirme aujourd'hui qu'elle ne savait pas que sa déesse avait servi au transport de drogue et qu'elle l'a découvert beaucoup plus tard. Quand Michel Mastantuono a été arrêté à la maison chez moi, j'ai envoyé un avocat voir Michel à Parthenay, où il était détenu. Et l'avocat m'est revenu le lendemain en me disant « Écoute, Daniel, tu pourrais avoir des problèmes majeurs. Ta voiture a servi aussi pour le trafic de drogue. » Je l'ai su là, quand Michel a été arrêté. Après l'arrestation. Ouais. J'ai emmené les voitures à Paris et je réceptionnais à Montréal. Et je les ai amenées à New York. Mais vous saviez ce qu'il y avait dans les voitures? Ah oui. Ça vous a pas fait peur? À l'époque. Peur de quoi? À 20 ans, on ne peur de rien, à 9 ans, on ne peur de rien, on n'a rien à foutre. Rien à foutre. Combien de voitures? J'en ai fait 10. Je n'imaginais pas vivre avec un membre de la French Connection, soutient Danielle Ouimet. Elle le découvrira en surprenant Michel et ses amis trafiquants dans un garage, vidant une voiture remplie d'héroïne. Et là, je vois exactement ce qu'il ne fallait pas voir. Des hommes avec des masques, avec des gants, et il y a des sacs de drogue partout. Ils sont en train de défaire une bagnole et de remonter une bagnole. Et naturellement, c'est la panique à bord parce qu'ils ont vu que je les ai vus. Aïe, aïe, aïe. Et ils m'ont vu. Alors je décide de faire ça, ça et ça. J'ai rien vu, je parle pas, j'ai rien entendu. Et je décide de bloquer à 20 ans ma vie à cet homme et d'essayer de faire confiance parce que c'est le seul qui peut me sortir de l'impasse si jamais il m'arrive quelque chose. Quand on a peur, et j'étais terrorisée, je voulais surtout pas que mes parents le sachent. Je voulais pas que mon entourage le sache. Je voulais pas que les journaux... quelle est la meilleure façon de s'extirper de ça? C'est de ne pas voir. Je ne voulais pas voir. Plusieurs jeunes Montréalaises vont ainsi être utilisées par Edmond Taillé et ses amis. Elles joueront le rôle de mules pour le transport de l'héroïne. Entendues par la police, elles nieront avoir été au courant et il sera impossible de prouver leur complicité dans le trafic, même si certains enquêteurs n'étaient pas dupes. Au départ, elle ne le savait pas. Elle savait quand même qu'elle faisait quelque chose qui était peut-être pas complètement légal, là, mais sûrement pas savoir que c'était de l'héroïne. Mais qu'avec le temps, surtout en répétant les occasions, là, surtout soit en allant livrer des voitures aux États-Unis, une voiture qui rentre au Canada, qu'on va la livrer aux États-Unis, il faut être drôlement naïf pour pas savoir qu'il y a quelque chose. Alors que les hommes des stupes canadiens et américains surveillaient les caïds,
Ce sont donc de jeunes flambeurs français et leurs fiancées naïves qui trafiquaient sous leurs yeux. C'est ce qu'a découvert Jean-Pierre Charbonneau, qui a longtemps enquêté sur la filière canadienne de la French Connection. Mastantuono, par exemple, c'était quelqu'un qui a frayé autour, qui a vécu dans les bars, tout ça, mais qui c'était pas un caïd, c'était un personnage qui a été recruté, qui a aimé cette vie d'aventure, cette vie facile avec l'argent, et ses voyages, tout ça. Et beaucoup de gens comme lui ont agi comme collaborateurs sans nécessairement être des criminels endurcis. Des durs, il y en avait pourtant à Montréal. Jean-Pierre Charbonneau les a croisés un jour et a reçu une balle en plein ventre, mais il a continué son travail sur la mafia et ses liens avec les Corses venus de Marseille. Des Corses que les spécialistes des stupes retrouvaient invariablement chez Clairette. Est-ce que vous l'avez soupçonné à un moment? En toute honnêteté, je dois dire qu'on devait la soupçonner. Mais en toute honnêteté, je dois dire aussi qu'on n'a jamais rien prouvé contre elle. Mais on a des preuves, tu sais, qu'elle connaissait beaucoup de trafiquants notoires corses. Mais de là à dire qu'elle est impliquée, par exemple, non. Je ne pourrais pas dire ça. La boîte à Clairette a été utilisée. Je veux dire, utilisée à son insu. Parce que s'il s'est passé des choses à la boîte à Clairette, c'est vraiment à l'insu de Clairette. Si les polices américaines et françaises sont sur les dents, les journalistes ne ratent rien de leur traque. Le journal Newsday, par exemple, envoie à l'époque 18 journalistes en France. De gros moyens pour un quotidien qui a fait sa réputation sur la dénonciation des turpitudes de ceux qui nous gouvernent. Les gens étaient choqués, c'est vrai. Ce type d'article n'est pas courant en France. Mais ça a toujours été la tradition de ce journal, s'attaquer aux plus puissants, les déranger un petit peu et dire aux gens comment fonctionne réellement leur gouvernement. Nous voulions traiter la question en profondeur, pas simplement écrire sur le fléau que représente l'héroïne ici aux États-Unis ou sur les petits dealers locaux, mais découvrir, remonter à la source et constater l'origine de ce fléau. Je pense que c'est ce qui intéressait réellement David, un travail d'enquête détaillé et approfondi dans cette optique. Mais c'était une lourde accusation contre la France. C'était pas notre problème. Et Newsday ne fait pas dans la nuance. Pour le journal américain, la France protège ses trafiquants de drogue. Au plus haut niveau de l'État français, on fermerait les yeux sur les activités criminelles d'hommes pourtant bien connus des services de police. Dans son travail de recherche sur les origines de la French Connection, Jean-Pierre Charbonneau a d'ailleurs noté cette proximité étrange entre pouvoir et crime. Après la guerre, il y a des gens qui avaient aidé à la résistance, qui étaient dans le bon camp, dans le camp des vainqueurs, et à qui finalement on a donné une espèce de, peut-être pas de blanc-seing, mais on a fermé les yeux. Puis quand les gens avaient des problèmes, en regard des services rendus pour la patrie pendant les années difficiles, on les a peut-être moins embêtés, ou on leur a facilité la vie, ou encore on leur a carrément permis de quitter le pays rapidement ou de ne pas être embêtés. Le cas le plus célèbre restera sans doute le Corse Paul Mondoloni, trafiquant notoire qui va longtemps rester impuni. La French Connection, le trafic de drogue, encore lui. On le disait représentant de la mafia en France, depuis des années, il affirmait avoir pris sa retraite. Quand on regarde, par exemple, comment ça se fait que Mondolini est expulsé de Cuba, retourne en France, peut quitter la France impunément, quelques autres également qui pouvaient finalement se déplacer sans problème vers Montréal, vers les États-Unis, on se dit, il y a quelqu'un, il y a quelque part qui faisait pas son travail ou qui fermait les yeux ou qui vraiment ne voyait aucun problème à laisser ces trafiquants-là opérer presque impunément. Les enquêteurs de Newsday citent notamment les protections politiques dont bénéficie Marcel Francisi, soupçonné d'être un des parrains de la French Connection. Francisi, qui n'hésite jamais à préciser qu'il est avant tout gaulliste. En 1973, les journalistes américains accolent la photo de Roger Delouette, agent du SDEC, arrêté aux États-Unis avec 40 kilos d'héroïne, à celle de Charles de Gaulle et de Michel Debré.
Et Newsday de se demander si les services secrets français n'auraient pas trouvé dans le trafic de drogue un moyen de financer leurs opérations. En France, il n'était pas rare que les membres de la French Connection sortent de leur poche comme un sésame leur carte d'adhésion au SAC, le service d'action civique, service d'ordre du parti gaulliste, que Lucien Aimé Blanc a très souvent croisé au cours de ses enquêtes. Tous ces trafiquants-là, ils étaient tous affiliés au SAC, qui était une véritable police parallèle. Ça, il ne faut pas le nier. Hein. Ouais. Les hommes du SAC occupent alors les couloirs de l'actualité politique, pratiquant le coup de main crapuleux, le cambriolage habile, avec parfois une jolie fusillade à la clé. Pendant toute cette période, on retrouve la trace du SAC dans des affaires de campagne électorale, de trafic de drogue et à l'occasion de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Et puis je crois que le bruit court, mais je ne sais pas si c'est vrai, moi le bruit court qu'au niveau de l'Élysée, le général de Gaulle disait si on empoisonne les Américains, ça fait partie de la guerre psychologique. C'était son sentiment anti-américain? Oui, il y avait ce sentiment-là quand même, il faut voir les choses en face. Édouard Rimbaud n'a pas la carte protectrice du SAC et il a trop fréquenté le milieu pour ignorer qu'un jour ou l'autre, il tomberait. Alors qu'il vient de prendre livraison d'héroïne cachée dans des boîtes de paella, il est arrêté en plein New York avec son complice français. Oui, c'est là où ma vie est partie en brioche, oui, c'est là où ma vie a basculé. C'est là où je devais déposer la drogue dans un locker. Avec Israël, notre partenaire n'est jamais arrivé à Grand Central-Station. Les poulets nous ont arrêtés avant qu'on arrive. On était dans un taxi, on avait le sac, et ils nous sont tombés dessus. C'était les agents fédéraux là, du BNDD, là. Et ça s'est terminé là. Édouard Rimbaud a décidé de tout nier. Il est condamné à 30 ans de réclusion et se résigne à écrire ses mémoires derrière les barreaux. Edmond Taillé, le comique, ne fait plus rire personne. Arrêté à son tour, il se tait d'abord avant de collaborer avec la police américaine et de balancer tout son réseau, dont Édouard Rimbaud et Michel Mastantuono. Les Américains avaient arrêté un certain nombre de Français, leur proposé un marché simple qui était 30 ans de prison, 30 ans de cage, puisque la prison américaine était particulièrement dure, ou 3 ans de farm, c'est-à-dire un lieu, somme toute, assez agréable, où on pouvait bénéficier d'ailleurs de permissions assez régulières. L'immense majorité a choisi effectivement la deuxième solution. Édouard Rimbaud, lui, ne dit toujours rien. Il a déjà croupi 7 ans en prison quand il apprend que tous ses complices, dont Edmond Taillé, l'ont balancé. Je me suis aperçu que les autres, pendant que j'étais en prison, je me tapais 30 ans pour les protéger. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais au pénitencier. Je fermais ma gueule pour les protéger. Et pendant ce temps, ils m'arnaquaient, ils m'ont fait jongler. Alors à ce moment-là, à enculer et demi. Il n'y a plus aucune raison de les protéger. Le milieu, la mafia, c'est bidon. Tout le monde balance. D'après ce que je comprends, c'est bidon, c'est bien bidon. Hein. En tout cas, c'est un édifice fragile. Hein. S'il y en a un qui parle, il y a tout le reste qui s'écroule. Chaîne qui se dévale, c'est terminé, tout le monde y passe. Quand vous me dites que vous êtes une balance, vous me reprochez d'avoir envoyé des trafiquants de drogue en prison. Ce qu'est-ce que vous voulez qui reste dehors? Si vous voulez que j'ai trahi, si vous voulez que je les ai trahis, j'ai trahi, bon, ok. J'ai trahi des traîtres. Voilà. C'est tout à fait différent de la France. Parce qu'en France, plus vous en dites, plus vous avez des ennuis. Tout peut devenir un chef d'accusation. Mais ici, quoi que vous disiez, vous n'êtes pas impliqué du moment que vous coopérez. Tous les gens que je connais, ces gens de la French Connection ayant coopéré, s'en sont plutôt bien sortis au niveau de leur condamnation. Sur ce plan-là, finalement, l'Amérique n'a pas tenu toutes les promesses qu'elle aurait faites. C'est-à-dire qu'aucun n'a eu le visage modifié, par exemple. Alors ils annonçaient, parce que c'est ce qu'ils promettent, si vous voulez, à leurs grands bandits. Ils leur font totalement une autre vie. Ils leur modifient le visage. S'ils sont de New York, ils les mettent à San Francisco. Et autres, les gars peuvent repartir à zéro, totalement inconnus, avec un nouveau nom. Ils n'ont jamais fait ça pour les Français. Hein. Ils vous autorisent juste à rester dans le pays et à y travailler. Et c'est déjà beaucoup.
Et eux, dans leur idée, c'est que du moment qu'ils vous autorisent à rester dans le pays, ils vous protègent. Et c'est pour ça que si demain, vous voulez sortir du pays, vous pouvez sortir du pays. Si demain je veux aller en France, je peux aller en France, mais je ne peux plus revenir ici. On ne s'est pas contenté de prendre les déclarations des repentis pour argent comptant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit a été vérifié. Ils parlaient de voiture, on retrouvait la voiture. Ils parlaient de billets de bateau ou d'avion, on retrouvait les billets d'avion. On a été comme ça jusqu'aux portes d'ailleurs des banques suisses. Les aveux des repentis aux États-Unis ont un effet immédiat à Marseille. Les dernières têtes tombent, ce qui incite les trafiquants rescapés à émigrer ou à se mettre en sommeil. Lucien Aimé-Blanc reconnaît modestement qu'un de ses derniers coups fut l'arrestation en 1976 d'un chimiste qui ne faisait plus rien depuis 3 ans, Henri Malvézy. Où j'habitais, il y avait une carrière. Ils me surveillaient d'en haut avec les jumelles. Parce que j'étais dans ma maison, il y avait 3 ans, je ne faisais plus rien. J'étais en train de m'amuser dans le terrain, je ne sais pas ce que je faisais. Là, je suis sorti avec les potes et tout. Et quand j'ai sorti, au bout du chemin, il y en a un qui m'a arrêté. Il m'a dit, on retourne. J'ai dit, vous m'arrêtez pourquoi? Il m'a dit, on va chez où? Chez moi. Je dis, pas là chez moi. Je suis le jardinier. J'ai dit, je suis le jardinier. Alors, le jardinier, il m'a dit, il a appelé l'autre. Ils étaient sur écoute, tous. Oh, mais c'est le jardinier. C'est le jardinier. Mais il est mon autre jardinier, il a dit. Voilà qu'il m'a arrêté. En juin 1974, Marseille va vivre le procès le plus retentissant de la French Connection. Une trentaine de personnes détenues ou en fuite est impliquée. Les caïds du réseau sont là, dont le pionnier Jean-Baptiste Croce. Son complice, Joseph Marot, est en fuite. Le troisième, Marie, est mort 1 an plus tôt. Les grands absents ne sont pas en France, Rimbaud et Taillé ne reviendront plus. À Marseille, l'air est malsain pour ceux qui ont balancé. Le jeune substitut au Meurras va requérir 181 années de prison et il convaincra le tribunal. Aujourd'hui, le chimiste, le convoyeur et le vendeur d'héroïne estiment avoir payé leur dette à la société. Mais ont-ils des regrets à l'idée d'avoir vendu la mort en transportant des tonnes d'héroïne aux États-Unis? Apparemment, non. À l'époque, on ne pouvait pas s'imaginer commander la mort. En France, ça n'existait pas. Je n'ai jamais entendu parler d'overdose ou de quoi que ce soit, moi. À mon époque, ça n'existait pas en France. Alors, en Amérique, je n'étais pas, moi, je ne pouvais pas savoir. Ce n'est qu'en prison que Michel Massantiono mesurera les ravages de la drogue sur les organismes en voyant un détenu en manque. Le mec qui était drogué, qui gueulait, qui ne pouvait pas bouger. Là, j'ai commencé à baliser. Là, vous vous êtes dit, c'est peut-être un peu à cause de moi. Oui. C'est son nom. Parce que vous avez, le soir quand vous vous endormez, vous avez parfois des moments un peu de remords, Non, c'est un truc de jeunesse. Je suis un menteur, il y avait du remords, je suis un menteur. Où est la responsabilité là-dedans? Elle est à tout le monde. Pourquoi ça serait nous, les Marseillais, qui aurions tué tous ces gens? Si je dis, je commence à pleurer, je dis « Ah oui, les pauvres gens, patati et patata », on va me dire « Je suis un hypocrite ». Et si, comme je dis, ils ont leur responsabilité, on va dire « Oh, il n'est pas repenti du tout ». Alors, quoi que je réponde, je suis perdant avec votre question. Michel Massantiono n'a jamais quitté les États-Unis. Il n'a jamais revu non plus Daniel Ouimet. Marié à une riche américaine, il vit dans les environs de New York. Édouard Rimbaud, l'enfant de Salon de Provence, finit ses jours dans un modeste mobil-home quelque part aux États-Unis. À plus de 80 ans, il travaille encore pour subsister. Doudou, l'ancien truand repenti, porte toujours son passé comme un fardeau. L'écriture reste son seul loisir. Comment s'organise la vie d'un repenti? Est-ce que vous vous levez tous les matins en vous disant, bon, c'est peut-être le dernier jour? Il y a toujours des craintes. Quand les gens veulent vous trouver la peau, vous commencez à devenir prudent. Ben, vous faites aussi un peu à cette situation. Même si vous avez payé? Là, le problème, c'est que vous n'avez jamais payé.
je serai toujours un trafiquant de drogue. Si là où je travaille, ils apprennent que j'ai rentré des kilos d'héroïne, je serai un trafiquant de drogue, même si c'est le passé. Le passé vous retombe toujours dessus à un moment ou à un autre. Et ça, c'est ça le problème. Quel bilan la police peut-elle tirer de ces années de traque? Ces hommes n'ont-ils pas simplement réglé un problème diplomatique entre la France et les États-Unis? Certes, la French Connection a été démantelée. Les trafiquants ont quitté Marseille, mais rien n'a pu empêcher la prolifération des drogues qui sont aujourd'hui multiples et touchent tous les continents. On n'a pas éradiqué, on a mis un coup d'arrêt, on a arrêté la fabrication sur Marseille et région, mais bien évidemment, le trafic de drogue, de toute façon, quand on faisait 100 kilos, 120 kilos comme chez Césari, certainement qu'il en passait une tonne par ailleurs. Hein. Et je me demande, même s'ils veulent vraiment l'arrêter, la drogue, parce qu'il y a un tas de gens qui mangent sur la drogue. Je parle du gouvernement, des gens officiels, tous les comités, tous les gens qui vivent de la drogue en étant honnêtes. Mais même sans ça, il y a vraiment trop d'argent à gagner dans la drogue pour qu'on puisse l'arrêter. À mon avis. La semaine prochaine, jeudi 23h, changement radical d'univers, on va s'intéresser à Internet. Non pas à l'Internet que vous connaissez et que vous recevez chez vous avec tout ce qu'il propose, mais à ce qui se passe derrière, à l'envers du décor, avec l'armée d'esclaves qui y travaille. Et dans le monde du virtuel, les esclaves ne sont pas du tout virtuels. Alors à jeudi prochain, 23h. Ciao, bonne semaine sur Canal. On est ici à Veracruz, personne ne vous suspecte et il n'y a ensuite qu'à faire la route jusqu'à la frontière américaine, c'est-à-dire à Laredo, Nueva Laredo, et puis Nueva Laredo ensuite direct sur New York. En réalité, ce voyage de plus de 5000 km à parcourir en une semaine n'est pas une simple formalité. À Puebla, à 200 km à peine de Veracruz, l'ADS, bousculée sur les routes improbables du Mexique, donne quelques signes de lassitude. L'ADS rend l'âme quelques centaines de kilomètres plus loin, à Monterrey. Problème de pompe hydraulique. Impossible d'abandonner la précieuse cargaison. De Marseille parvient alors un message par téléphone. Trouver une autre DS, échanger la pièce malade. Nos deux amis ont fait paraître une annonce dans El Norte, qui est le grand journal local. Miracle, au bout de 48 heures, il y avait une réponse, une DS-21 disponible. Nos amis vont se rendre à Anahuac, qui est à une quarantaine de kilomètres environ de Monterrey. Ils vont désosser la pièce majeure, c'est-à-dire cette pompe qui fait la régulation de tout le circuit hydraulique de la DS. Ils vont la désosser, la cannibaliser pour la remettre sur leur propre DS. Et ils vont laisser cette voiture pratiquement neuve sur le bas-côté de la route. Le problème de voiture étant réglé, il reste les contrôles. S'ils sont très fréquents au Mexique, il en est un que les trafiquants redoutent particulièrement, celui du poste frontière de Nuevo Laredo. Un pont au-dessus du Rio Bravo sépare le Mexique du Texas. L'essentiel, c'est d'arriver ici, de passer le contrôle américain qui se trouve juste derrière nous, et puis c'est le pactole ou c'est Alcatraz. Tout va bien se passer jusqu'à New York, la terre promise. Mike Tobin, à l'époque douanier américain, sait parfaitement que l'héroïne marseillaise arrive à New York par voiture, embarquée sur des bateaux. Mais il attend ces voitures au port de New York, où elles n'arrivent jamais. Tout simplement parce qu'ils ne venaient pas ici. Quand les bateaux arrivaient à Porto Rico, ils n'étaient que de passage. La voiture ne débarquait jamais à Porto Rico. Elle débarquait au Mexique et n'arrivait donc jamais directement sur le continent nord-américain. Mais les voitures françaises... Ouais, elles arrivaient à Laredo, bien sûr. Laredo avait déjà reçu le virement.
Et après ça, je suis à Salon, avec ma famille, mes copains, et j'attends qu'on me fasse des propositions. J'avais trouvé les documents concernant les 4 Français lorsqu'ils avaient passé la frontière à Laredo, au Texas. À partir de là, nous avons trouvé la voiture. Il avait transformé en Citroën américaine, il me semble, contre une très petite somme. Tout qu'ils ont fait, c'est découper les tapis de sol, les retirer, mettre l'héroïne partout où il y avait de la place et replacer les tapis par-dessus, et puis c'est à peu près tout. Si certains trafiquants ont choisi les routes mexicaines, d'autres ont mis en place une filière au nord. Ici, il s'agit de faire transiter la drogue par Montréal pour l'acheminer ensuite par la route vers New York. Dans ces années-là, Montréal est une ville en ébullition, où tout est possible. Les Corses Jean-Baptiste Crochet et Albert Bistoni, alias Lagacan, l'avaient bien compris en s'associant dès les années 50 avec la pègre locale. 20 ans plus tard, les Marseillais qui débarquent à Montréal ne connaissent qu'une adresse, chez Clairette. Reposez-vous, il y a 5 couplets. Clairette Odera, celle qui fut la fiancée de Fernandel dans La fille du puisatier de Pagnol, s'est un jour installée ici, définitivement. Sa boîte à chansons devient vite le rendez-vous des artistes en herbe et tout le monde s'y presse. On connaît chez Clairette. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai des gens qui viennent de partout de la province. Ça, c'est ma récompense. Quand ils étaient du Midi, alors c'était encore, vous comprenez, c'était les petits du Midi qui arrivaient. Ici, c'était les petits du Québec. Et lorsqu'ils arrivaient, c'était presque la famille, vous comprenez? C'était les enfants de Marseille. Les enfants de Marseille, c'est ça. C'est chez Clairette qu'arrive un jour un artiste comique, marseillais lui aussi, un certain Edmond Taillé. Je n'y peux rien, je plais beaucoup. Est-ce mon nez, mon regard andalou? Ai-je du charme? On m'acclame partout. Edmond Taillé est une vedette à l'époque en France. On le voit à la télévision, il est à l'affiche avec les plus grands du showbiz. À cet homme et d'essayer de faire confiance parce que c'est le seul qui peut me sortir de l'impasse si jamais il m'arrive quelque chose. Quand on a peur, et j'étais terrorisée, je voulais surtout pas que mes parents le sachent. Je voulais pas que mon entourage le sache. Je voulais pas que les journaux... quelle est la meilleure façon de s'extirper de ça? C'est de ne pas voir. Je ne voulais pas voir. Plusieurs jeunes montréalaises vont ainsi être utilisées par Edmond Taillé et ses amis. Elles joueront le rôle de mules pour le transport de l'héroïne. Entendues par la police, elles nieront avoir été au courant et il sera impossible de prouver leur complicité dans le trafic, même si certains enquêteurs n'étaient pas dupes. Au départ, elle ne le savait pas. Elle savait quand même qu'elle faisait quelque chose qui était peut-être pas complètement légal, là, mais sûrement pas savoir que c'était de l'héroïne. Mais qu'avec le temps, surtout en répétant les occasions, là, surtout soit en allant livrer des voitures aux États-Unis, une voiture qui rentre au Canada, qu'on va la livrer aux États-Unis, il faut être drôlement naïf pour pas savoir qu'il y a quelque chose. Alors que les hommes des stupes canadiens et américains surveillaient les caïds, ce sont donc de jeunes flambeurs français et leurs fiancées naïves qui trafiquaient sous leurs yeux. C'est ce qu'a découvert Jean-Pierre Charbonneau, qui a longtemps enquêté sur la filière canadienne de la French Connection. Mastantuano, par exemple, c'était quelqu'un qui a frayé autour, qui a vécu dans les bars, tout ça, mais qui c'était pas un caïd, c'était un personnage qui a été recruté, qui a aimé cette vie d'aventure, cette vie facile avec l'argent, et ses voyages, tout ça. Et beaucoup de gens comme lui ont agi comme collaborateurs
sans nécessairement être des criminels endurcis. Des durs, il y en avait pourtant à Montréal. Jean-Pierre Charbonneau les a croisés un jour et a reçu une balle en plein ventre, mais il a continué son travail sur la mafia et ses liens avec les Corses venus de Marseille. Des Corses que les spécialistes des stupes retrouvaient invariablement chez Clairette. Est-ce que vous l'avez soupçonné à un moment? En toute honnêteté, je dois dire qu'on devait la soupçonner. Mais en toute honnêteté, je dois dire aussi qu'on n'a jamais rien prouvé contre elle. Mais on a des preuves, tu sais, qu'elle connaissait beaucoup de trafiquants notoires corses. Mais de là à dire qu'elle est impliquée, par exemple, non, je ne pourrais pas dire ça. La boîte à Clairette a été utilisée. Je veux dire, utilisée à son insu. Parce que s'il s'est passé des choses à la boîte à Clairette, c'est vraiment à l'insu de Clairette. S'il est identifié. J'ai vu mes paquets que je faisais moi. Je les reconnaissais. Mais je ne sais même pas à qui je les ai donnés, je ne sais pas qui c'est qui les a vendus, je ne sais rien. Et je suis content de rien savoir, pas besoin de savoir. Ouais. On me foutait pas mal. Vous estimez, vous aussi, comme Marcel Morin, que c'est une affaire ratée? À mon avis, oui. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû arrêter tout le monde si le bateau n'était pas venu s'ancrer devant le bar des deux principaux actionnaires. Oui, qui ont vu tout de suite qu'il y avait... Ouais, ils ont compris qu'il y avait l'eau dans le gaz. Hein. Discrets dans les filatures et les surveillances, les hommes des stupes n'hésitent pas à se montrer le soir venu. L'immersion nocturne, c'était une des spécialités de Lucien Aimé Blanc, qui succédera à Marcel Morin en 1973. Tu es dans une ville, il faut connaître les endroits quand même chauds, tu vois. Bien sûr. Il faut savoir déjà où ils sont, qui est derrière le comptoir, qui les fréquente. C'était pas avec ça qu'on faisait des affaires, c'est pas ce que je veux dire, mais on venait, on se montrait, et comme on venait pour boire un verre, si tu veux, il y avait automatiquement un courant de sympathie qui passait, ils disaient c'est les flics qui sont bien, ils ne nous emmerdent pas. La chance va finalement tourner pour les hommes des stupes. Nous sommes en mars 1972. Tout commence par un renseignement, puis un ordre donné à Jacques Thibault, l'as de la filature. Suivez cette 4L de couleur jaune. Disons qu'on avait eu les instructions de notre hiérarchie et on savait que le conducteur et propriétaire du véhicule était en relation avec les trafiquants et les fabricants de drogue, les chimistes, et qu'on avait de fortes chances, en le suivant jusqu'au bout, de tomber dans le laboratoire de transformation d'héroïne. La circulation est dense et les policiers perdent la trace de la 4L dans les environs de Gémenos, près d'Aubagne. Thibault et Clément, les deux chiens de chasse, sont bredouilles. On a ratissé. On a pris notre courage à deux mains. Et notre bâton de pèlerin. Voilà. Et on a pérégriné dans le coin. Jusqu'au jour où, en parcourant les chemins, je dis à Clément, elle est là. Il me dit, qui? Bingo. Je dis, quoi? La voiture. Effectivement, dans une résidence, dans une villa, pouvant être vue de la rue, on a vu la voiture sur laquelle nous avions travaillé, que nous avions piloché et perdue. Les premiers intervenus sont arrivés, ont cassé la porte. Intérieur, stupéfaction, tout le matériel nécessaire de laboratoire en état de marche. Il y avait encore tous les appareils. Et dans une armoire, des paquets d'héroïne, des paquets... Alors, j'ai bonnement plus de 100 kilos, 110 ou 120 kilos d'héroïne. Il y avait encore tous les produits. Il y avait du noir animal, il y avait de l'alcool, il y avait tout ce qu'il fallait pour continuer à tourner. Et à rechercher ces gens, à les interpeller et à les poursuivre aussi pour recel de sommes. Qu'on a commencé à ce pactole, parce que c'était un véritable pactole, à s'en emparer, à le saisir. Alors là, vraiment, on avait changé complètement les règles du jeu. Pendant des années, les policiers vont tenter de savoir comment les Marseillais acheminaient l'héroïne jusqu'aux États-Unis. Ils découvriront plus tard que les trafiquants transportaient eux-mêmes la drogue dans des voitures, très à la mode à l'époque, des DS Citroën. Les parties creuses de la voiture étaient garnies de paquets d'héroïne. Là encore, insoupçonnables. Les trafiquants qui utilisaient les voitures, ils étaient très très malins de voir comment ils ont chargé une voiture d'héroïne et c'était pas perceptible, pas du tout. Donc, ils n'avaient pas peur de passer un contrôle parce
Il n'y a personne qui voit ça. Il fallait une machine à rayon X pour voir qu'il y a les petits trous. Alors donc là, on a identifié une dizaine de couples qui ont donné des voitures dans lesquelles étaient dissimulés une centaine de kilos d'héroïne et qui prenaient tous la route de l'Espagne d'abord et qui s'embarquaient soit à Barcelone, soit à Alicante, etc., en direction du Mexique. Un voyage Marseille-New York via Barcelone et Veracruz au Mexique avec des DS farcies d'héroïne est une pure folie. Les trafiquants vont pourtant le faire et ça va marcher. L'idée étant qu'un faux couple en voyage de noces assure le transport jusqu'à New York. François Missen, à l'époque journaliste au Provençal, est un témoin essentiel de cette aventure extraordinaire. Il nous a accompagnés sur les traces d'un de ces couples globe-trotteurs de la schnouf. Après une traversée Espagne-Mexique, notre faux couple arrive à Veracruz. Pourquoi un tel détour? Tout simplement pour éviter le port de New York. New York est extrêmement surveillé et il y a des portes d'entrée qui sont forcément beaucoup plus accessibles au continent nord-américain. On est ici à Veracruz, personne ne vous suspecte et il n'y a ensuite qu'à faire la route jusqu'à la frontière américaine, c'est-à-dire à Laredo, Nueva Laredo, et puis Nueva Laredo ensuite direct sur New York. En réalité, ce voyage de plus de 5000 km... De défaire une bagnole et de remonter une bagnole. Et naturellement, c'est la panique à bord parce que ils ont vu que je les ai vus. Aïe, aïe, aïe. Et ils m'ont vu. Alors je décide de faire ça, ça et ça. J'ai rien vu, je parle pas, j'ai rien entendu. Et je décide de bloquer à 20 ans ma vie à cet homme et d'essayer de faire confiance parce que c'est le seul qui peut me sortir de l'impasse si jamais il m'arrive quelque chose. Quand on a peur, et j'étais terrorisée, je voulais surtout pas que mes parents le sachent. Je voulais pas que mon entourage le sache. Je voulais pas que les journaux... quelle est la meilleure façon de s'extirper de ça? C'est de ne pas voir. Je ne voulais pas voir. Plusieurs jeunes montréalaises vont ainsi être utilisées par Edmond Taillé et ses amis. Elles joueront le rôle de mules pour le transport de l'héroïne. Entendues par la police, elles nieront avoir été au courant et il sera impossible de prouver leur complicité dans le trafic, même si certains enquêteurs n'étaient pas dupes. Au départ, elle ne le savait pas. Elle savait quand même qu'elle faisait quelque chose qui était peut-être pas complètement légal, là, mais sûrement pas savoir que c'était de l'héroïne. Mais qu'avec le temps, surtout en répétant les occasions, là, surtout soit en allant livrer des voitures aux États-Unis, une voiture qui rentre au Canada, qu'on va la livrer aux États-Unis, il faut être drôlement naïf pour pas savoir qu'il y a quelque chose. Alors que les hommes des stupes canadiens et américains surveillaient les caïds, ce sont donc de jeunes flambeurs français et leurs fiancées naïves qui trafiquaient sous leurs yeux. C'est ce qu'a découvert Jean-Pierre Charbonneau, qui a longtemps enquêté sur la filière canadienne de la French Connection. Mastantuono, par exemple, c'était quelqu'un qui a frayé autour, qui a vécu dans les bars, tout ça, mais qui c'était pas un caïd, c'était un personnage qui a été recruté, qui a aimé cette vie d'aventure, cette vie facile avec l'argent, et ses voyages, tout ça. Et beaucoup de gens comme lui ont agi comme collaborateurs sans nécessairement être des criminels endurcis. Des durs, il y en avait pourtant à Montréal. Jean-Pierre Charbonneau les a croisés un jour et a reçu une balle en plein ventre, mais il a continué son travail sur la mafia et ses liens avec les Corses venus de Marseille. Des Corses que les spécialistes des stupes retrouvaient invariablement chez Clairette. Est-ce que vous l'avez soupçonné à un moment? En toute honnêteté, je dois dire qu'on devait la soupçonner. Mais en toute honnêteté, je dois dire aussi qu'on n'a jamais rien prouvé contre elle. Mais on a des preuves, tu sais, qu'elle connaissait beaucoup de trafiquants notoires corses, mais de
Ces gens de la French Connection ayant coopéré s'en sont plutôt bien sortis au niveau de leur condamnation. Sur ce plan-là, finalement, l'Amérique n'a pas tenu toutes les promesses qu'elle aurait faites. C'est-à-dire qu'aucun n'a eu le visage modifié, par exemple. Alors ils annonçaient, parce que c'est ce qu'ils promettent, si vous voulez, à leurs grands bandits. Ils leur font totalement une autre vie. Ils leur modifient le visage. S'ils sont de New York, ils les mettent à San Francisco. Et autres, les gars peuvent repartir à zéro, totalement inconnus, avec un nouveau nom. Ils n'ont jamais fait ça pour les Français. Hein. Ils vous autorisent juste à rester dans le pays et à y travailler. Et c'est déjà beaucoup. Et eux, dans leur idée, c'est que du moment qu'ils vous autorisent à rester dans le pays, ils vous protègent. Et c'est pour ça que si demain, vous voulez sortir du pays, vous pouvez sortir du pays. Si demain je veux aller en France, je peux aller en France, mais je ne peux plus revenir ici. On ne s'est pas contenté de prendre les déclarations des repentis pour argent comptant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit a été vérifié. Ils parlaient de voiture, on retrouvait la voiture. Ils parlaient de billets de bateau ou d'avion, on retrouvait les billets d'avion. On a été comme ça jusqu'aux portes d'ailleurs des banques suisses. Les aveux des repentis aux États-Unis ont un effet immédiat à Marseille. Les dernières têtes tombent, ce qui incite les trafiquants rescapés à émigrer ou à se mettre en sommeil. Lucien Aimé-Blanc reconnaît modestement qu'un de ses derniers coups fut l'arrestation en 1976 d'un chimiste qui ne faisait plus rien depuis 3 ans, Henri Malvézy. Où j'habitais, il y avait une carrière. Ils me surveillaient d'en haut avec les jumelles. Parce que j'étais dans ma maison, il y avait 3 ans, je ne faisais plus rien. J'étais en train de m'amuser dans le terrain, je ne sais pas ce que je faisais. Là, je suis sorti, il y avait les potes et tout. Et quand j'ai sorti, au bout du chemin, il y en a un qui m'a arrêté. Il m'a dit, on retourne. J'ai dit, vous m'arrêtez pourquoi? Il m'a dit, on va chez où? Chez moi. Je dis, pas là chez moi. Je suis le jardinier. J'ai dit, je suis le jardinier. Alors, le jardinier, il m'a dit, il a appelé l'autre. Il était sur écoute, tous. Oh, mais c'est le jardinier. C'est le jardinier. Mais il est mon autre jardinier, il a dit. Voilà qu'il m'a arrêté. En juin 1974, Marseille va vivre le procès le plus retentissant de la French Connection. Une trentaine de personnes détenues ou en fuite est impliquée. Les caïds du réseau sont là, dont le pionnier Jean-Baptiste Croce. Son complice, Joseph Marot, est en fuite. Le troisième, Marie, est mort 1 an plus tôt. Les grands absents ne sont pas en France, Rimbaud et Taillé ne reviendront plus. À Marseille, l'air est malsain pour ceux qui ont balancé. Le jeune substitut au Meurras va requérir 181 années de prison et il convaincra le tribunal. Héroïne sans qu'elle le sache. La drogue étant ensuite acheminée vers New York par la route. Nous avons retrouvé un de ces couples, Daniel Ouimet, la jeune femme séduite, et le séducteur trafiquant, Michel Mastantuono. Moi, à l'époque, je suis appelée à chanter dans une petite boîte à chansons de cette dame qui est merveilleuse, qui s'appelle Clairette, marseillaise, qui accueillait des nouveaux talents. Travaillait à cet endroit Michel Mastantuono. Je voulais chanter chez Clairette. Toutes les filles qui passaient, je me les faisais toutes, à l'époque. Ah oui, vous étiez un séducteur? Pas mal. Daniel Ouimet est une star à l'époque. Elle joue la comédie, elle chante. Une jeune femme de 20 ans qui bouscule les habitudes dans une ville où l'on n'ose pas. Avec Michel Mastantuono, elle va former durant 3 ans le couple le plus glamour de Montréal. Lors d'un voyage en France, Michel suggère à Daniel d'acheter une déesse blanche magnifique qui aura même droit à un reportage télévisé. Daniel Ouimet, qu'est-ce qui vous a, je ne dirais pas forcé, mais porté à acheter cette merveilleuse voiture? La folie de l'année. Je me promenais... Vous en avez une par année? Oui, une par année, puis ça a été ma folie de l'année. Daniel affirme aujourd'hui qu'elle ne savait pas que sa déesse avait servi au transport de drogue et qu'elle l'a découvert beaucoup plus tard. Quand Michel Mastantuono a été arrêté à la maison chez moi, j'ai envoyé un avocat voir Michel à Parthenay, où il était détenu. Et l'avocat m'est revenu le lendemain en me disant « Écoute, Daniel, tu pourrais avoir des problèmes majeurs. Ta voiture a servi aussi pour le trafic de drogue. » Je l'ai su là, quand Michel a été arrêté. Après l'arrestation. Ouais. J'ai emmené les voitures à Paris et je réceptionnais à Montréal. Et je les ai amenées à New York. Mais vous saviez ce qu'il y avait dans les voitures? Ah oui. Ça vous a pas fait peur? À l'époque,
Peur de quoi? À 20 ans, on a peur de rien, à 9 ans, on a peur de rien, on n'a rien à foutre. Rien à foutre. Combien de voitures? J'en ai fait 10. Je n'imaginais pas vivre avec un membre de la French Connection, soutient Danielle Ouimet. Elle le découvrira en surprenant Michel et ses amis trafiquants dans un garage, vidant une voiture remplie d'héroïne. Et là, je vois exactement ce qu'il ne fallait pas voir. Des hommes avec des masques, avec des gants, et il y a des sacs de drogue partout. Ils sont en train de défaire une bagnole et de remonter une bagnole. Et naturellement, c'est la panique à bord parce qu'ils ont vu que je les ai vus. Aïe, aïe, aïe. Et ils m'ont vu. Alors je décide de faire ça, ça et ça. J'ai rien vu, je parle pas, j'ai rien entendu. Et je décide de bloquer à 20 ans ma vie à cet homme et d'essayer de faire confiance parce que c'est le seul qui peut me sortir de l'impasse si jamais il m'arrive quelque chose. Quand on a peur, et... Les hommes de Marcel Morin vont vite découvrir que Marseille a désormais une autre spécialité, c'est chimiste. Car non seulement la drogue qui inondait les États-Unis partait de Marseille, mais elle était fabriquée ici. Henri Malvézy était un de ces chimistes. Il se flattait de produire la drogue la plus pure. Après 17 ans passés derrière les barreaux, il a accepté de tout dire. J'étais considéré comme un chimiste. C'est-à-dire transformer la morphine base en héroïne. Et vous le faisiez depuis longtemps, quand les hommes de Marcel Morin sont entrés en action? Quand ils m'ont arrêté, il devait y avoir 15 ou 20 ans que je le faisais. Vers les années 63-64, c'était au minimum 400 kilos que je faisais. Et combien de temps il vous fallait pour fabriquer 400 kilos? Moi, il me fallait 22 jours. C'était votre tarif, vous, ça? À peu près. C'était plus long pour mettre dans les sacs, parce que ça ne me plaisait pas de mettre dans les sacs. D'accord. Que de la faire pour moi. D'accord. Mais il y avait un vrai plaisir à faire ça? Ouais, moi, ça me plaisait. C'était de faire la plus pure possible? Voilà, ça me plaisait. Quand on venait me dire « elle est terrible », j'étais content. Dans leur traque des chimistes, les hommes des stupes se heurtent à un obstacle de taille. Les laboratoires de transformation d'héroïne sont souvent insoupçonnables. Le chimiste est un homme prudent. On achetait des villas, on mettait un couple dedans. Et on me transformait en laboratoire. Et que disait le couple? Et le couple, il était... Il était complice? Sûrement, enfin, il était complice. On avait un couple de malheureux, malheureux, ceux qui avaient besoin d'argent, on les mettait là-dedans, ils étaient bien contents. Ils avaient un temps par marchandise qu'on faisait. D'accord. Donc c'était un couple qui ne payait pas le loyer, on le payait? Ah non, on y achetait carrément la villa. D'accord. Ah ouais, vous achetiez la villa, vous l'installiez là? Voilà. Alors non. Et de temps en temps, vous veniez faire l'héroïne? Tout va bien pour les trafiquants marseillais jusqu'au jour où Washington réagit. Pour la seule année 1970, la consommation de stupéfiants aux États-Unis trouvait une autre déesse et changeait la pièce malade. Nos deux amis ont fait paraître une annonce dans El Norte, qui est le grand journal local. Miracle, au bout de 48 heures, il y avait une réponse, une DS-21 disponible. Nos amis vont se rendre à Anahuac, qui est à une quarantaine de kilomètres environ de Monterrey. Ils vont désosser la pièce majeure, c'est-à-dire cette pompe qui fait la régulation de tout le circuit hydraulique de la DS. Ils vont la désosser, la cannibaliser pour la remettre sur leur propre DS. Et ils vont laisser cette voiture pratiquement neuve sur le bas-côté de la route. Le problème de voiture étant réglé, il reste les contrôles. S'ils sont très fréquents au Mexique, il en est un que les trafiquants redoutent particulièrement, celui du poste frontière de Nuevo Laredo. Un pont au-dessus du Rio Bravo sépare le Mexique du Texas.
L'essentiel, c'est d'arriver ici, de passer le contrôle américain qui se trouve juste derrière nous, et puis c'est le pactole ou c'est Alcatraz. Tout va bien se passer jusqu'à New York, la terre promise. Mike Tobin, à l'époque douanier américain, sait parfaitement que l'héroïne marseillaise arrive à New York par voiture, embarquée sur des bateaux. Mais il attend ces voitures au port de New York, où elles n'arrivent jamais. Tout simplement parce qu'il ne venait pas ici. Quand les bateaux arrivaient à Porto Rico, ils n'étaient que de passage. La voiture ne débarquait jamais à Porto Rico. Elle débarquait au Mexique et n'arrivait donc jamais directement sur le continent nord-américain. Mais les voitures françaises? Oh, elles arrivaient à Laredo, bien sûr. Laredo est une ville de transit. Pour des Corses de Provence, soudain immergés dans New York, la ville est trop grande, c'est la panique. Nouveau message des boss de Marseille, demandez Central Park. Là, ils doivent retrouver leur contact, tout juste arrivé de Marseille, un intermédiaire, qui n'est autre qu'Édouard Rimbaud. Il a été averti de l'arrivée de la centaine de kilos d'héroïne à New York et il est le seul à savoir qui va l'acheter. Oui, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire l'homme qui connaît à la fois et les acheteurs et les vendeurs. Ce qui représente pour le trafic un atout extraordinaire parce qu'il peut toucher des deux côtés, à la fois des acheteurs et des vendeurs. Et donc, il est là pour assurer que tout va bien se passer et remettre la marchandise à l'acheteur. En général, Édouard Rimbaud ne traîne pas dans New York. Il n'est pas là pour faire du tourisme. Tout doit se faire très vite. Il prend en charge la drogue, la livre. Édouard Rimbaud n'a pas la carte protectrice du sac et il a trop fréquenté le milieu pour ignorer qu'un jour ou l'autre, il tomberait. Alors qu'il vient de prendre livraison d'héroïne cachée dans des boîtes de paella, il est arrêté en plein New York avec son complice français. Oui, c'est là où ma vie est partie en brioche, oui, c'est là où ma vie a basculé. C'est là où je devais déposer la drogue dans un locker. Avec Issoyen, mon partenaire, on n'est jamais arrivé à Grand Central Station. Les poulets nous ont arrêtés avant qu'on arrive. On était dans un taxi, on avait le sac, et ils nous sont tombés dessus. C'était des agents fédéraux, là, du BNDD, là. Et ça s'est terminé là. Édouard Rimbaud a décidé de tout nier. Il est condamné à 30 ans de réclusion et se résigne à écrire ses mémoires derrière les barreaux. Edmond Taillé, le comique, ne fait plus rire personne. Arrêté à son tour, il se tait d'abord avant de collaborer avec la police américaine et de balancer tout son réseau, dont Édouard Rimbaud et Michel Mastantuono. Les Américains avaient arrêté un certain nombre de Français, leur proposé un marché simple qui était 30 ans de prison, 30 ans de cage, puisque la prison américaine était particulièrement dure, ou 3 ans de farm, c'est-à-dire un lieu, somme toute, assez agréable, où on pouvait bénéficier d'ailleurs de permissions assez régulières. L'immense majorité a choisi effectivement la deuxième solution. Édouard Rimbaud, lui, ne dit toujours rien. Il a déjà croupi 7 ans en prison quand il apprend que tous ses complices, dont Edmond Taillé, l'ont balancé. Je me suis aperçu que les autres, pendant que j'étais en prison, je me tapais 30 ans pour les protéger. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais au pénitencier. Je fermais ma gueule pour les protéger. Et pendant ce temps, ils m'arnaquaient, ils m'ont fait jongler. Alors à ce moment-là, à enculer et demi. Il n'y avait plus aucune raison de les protéger. Le milieu, la mafia, c'est bidon. Tout le monde balance. D'après ce que j'ai compris, c'est bidon, c'est bien bidon. Hein. En tout cas, c'est un édifice fragile. Hein. S'il y en a un qui parle, il y a tout le reste qui s'écroule. Chaîne qui se dévale, c'est terminé, tout le monde y passe. Quand vous me dites que vous êtes une balance, vous me reprochez d'avoir envoyé des trafiquants de drogue en prison. Ce qu'est-ce que vous voulez qui reste dehors? Si vous voulez que j'ai trahi, si vous voulez que je les ai trahis, j'ai trahi, bon, ok. J'ai trahi des traîtres. Voilà. C'est tout à fait différent de la France. Parce qu'en France, plus vous en dites, plus vous avez des ennuis. Tout peut devenir un chef d'accusation. Mais ici, quoi que vous disiez, vous n'êtes pas impliqué du moment que vous coopérez.
Tous les gens de drogue entre Marseille et les États-Unis. À écouter flics et voyous de l'époque, on a l'impression qu'ils participaient à un jeu. Cours toujours, je t'aurai quand même, ou attrape-moi si tu peux. Et pour les enquêteurs de Morin, la filature va devenir une seconde nature. On s'est immergé dans le milieu, dans la voyoucratie. On passait la majeure partie de notre temps en voiture, en surveillance et en filature. Certainement beaucoup plus de temps qu'au bureau et encore beaucoup plus de temps qu'à la maison. Moi, je les ai toujours vus. Hein. Chaque fois qu'ils ont voulu me suivre, je les ai vus derrière. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ces cas-là? Ben, je les promenais. Ouais. Je les promenais. Ils étaient condamnés parce qu'ils passaient la journée à se promener comme moi. On est du repos. Voilà. Il était essentiel de ne pas les amener jusqu'au laboratoire. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils voulaient. Les trafiquants ne sont pas tous aussi sereins qu'Henri Malvézy. Ils se savent filocher, comme on dit, et la curiosité de ces flics venus de Paris commence à les préoccuper. J'ai senti que ça commençait à inquiéter sérieusement. Hein. Et puis après, bon, ils ont essayé de prendre des mesures aussi. Hein. C'est-à-dire? De plus en plus secret, plus de téléphone, plus rien, plus de contact, bon, enfin. C'est la routine, quoi. Ils avaient fait des rapports sur vous? Vous avez vu les documents vous concernant? Il y a écrit très difficile à suivre. Ah oui? Ouais, impossible à suivre. Il faut être plus malin que les autres. Ouais. C'est comme je leur disais là, parce que bon, moi j'avais des accointances dans le milieu, je cherchais, hein. Ouais. Et je leur disais, moi, nous quand on perd du temps. Mais vous, quand vous perdez la liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Les trafiquants marseillais se savent surveiller, ils vont pourtant continuer. Car le truand est un joueur. Son avenir, c'est demain. Il joue de l'argent, sa vie parfois, mais peu importe. Édouard Rimbaud, membre de la French Connection, qui vit désormais aux États-Unis, n'est pas très tendre avec sa corporation. Ce métier de truand est idiot. Là, nous entrons de plein pied dans la mythologie du milieu. Ça, c'est le gros coup. Ça, c'est le gros coup qui tient les truands éveillés. C'est le gros coup qui justifie leur vie. Ils se disent un jour, je réussirai le gros coup. Et ils sont reçus les gros coups, se retirer, plus rien faire. Le malheur, c'est que ce gros coup, il n'existe pas, ou il existe, pour ainsi dire, presque jamais, quoi. Le gros coup, c'est aussi une obsession pour les hommes des stupes. Le 29 février 1972, les douaniers arraisonnent un tonnier de 20 mètres, le Caprice des Temps, mais ils n'en parlent pas aux policiers.